Amis de l'analyse de schéma, bonjour. Alors aujourd'hui, ne soyons pas pingres, ce n'est pas un, mais deux schémas que je vais analyser pour vous. Et deux schémas qui m'ont été envoyés par deux internautes différents et qui, à mon avis, peuvent être éventuellement intéressants. Alors le premier, qui m'a été envoyé par Jacques, que je remercie, est le schéma d'un poste de soudure par point assez ancien, poste qui permet de régler et l'intensité de la soudure et éventuellement la durée de l'impulsion. C'est un schéma qui, comme on va le voir, est assez simple, mais à mon avis, tout à fait fonctionnel. Alors, on voit que c'était pour une soudeuse, on voit que c'est marqué là, de type 33, donc qui fait 5 kW. Alors, comment ça fonctionne? Ici, on a le transfo principal de la soudeuse, qui est constitué ici d'un primaire et d'un secondaire, qui a très peu de spire, mais qui va permettre donc de faire passer un courant très important ici entre les électrodes. Et on peut voir que ce primaire est connecté au réseau du secteur, via l'intermédiaire ici de ce contacteur. Un contacteur, c'est un relais de puissance. Alors, par contre, ils ont fait quelque chose, bon, pourquoi pas, mais ils ont mis manifestement un contacteur triphasé où ils ont mis les trois contacts en parallèle. Why not? Mais à mon avis, c'est pas vraiment une très bonne pratique, parce que quand on met des contacts comme ça en parallèle, c'est quasiment impossible qu'ils collent quand même tous en même temps et décollent en même temps. Généralement, ça fait qu'il y en a qui vont s'user plus vite que d'autres. Enfin bon, on va dire c'est fait comme ça. Et on peut aussi voir que ce transfo est en série avec cet autotransformateur qui, lui, va justement permettre de régler la puissance de l'impulsion. On voit ici en pourcentage de 20 à 100%. Je vous renvoie à ma vidéo sur les autotransformateurs. Mais enfin voilà, c'est lui qui va permettre de le faire. On peut quelque part le voir comme une sorte de variac, entre guillemets. Je rappelle que variac, c'est le nom d'une marque, mais qui est souvent utilisé pour les autotransformateurs. On pourrait très bien ici aussi mettre un autotransformateur, je veux dire, pas réglable par plot, mais réglable de façon continue par un curseur, comme c'est souvent le cas. Donc voilà ici pour cette partie-là. Alors pour commander justement l'impulsion, on a ici la partie du schéma de commande. Donc on a ici ce petit transformateur là, qui a ici un enroulement secondaire qui va servir simplement à allumer un voyant, qui permet de voir que le système est sous tension. Et ici, un secondaire à 12 volts qui, comme on peut le voir, est ici redressé par ce pont de diode, filtré par ce condensateur ici C. Et la commande du relais se fait, comme on peut le voir ici, par ce transistor PNP. Alors ce transistor PNP, donc quand il est saturé, il va commander ici donc le contacteur et donc mettre en route l'impulsion. Alors pour le commander, il y a deux modes. Il y a le mode manuel ou le mode automatique. Le mode manuel, en gros, c'est que tant qu'on appuiera ici sur la gâchette de commande, le système sera sous tension. Le mode automatique va permettre de régler une durée. Alors, comment ça fonctionne? C'est très simple. On peut voir ici qu'au repos, la base du transistor, on va dire, est reliée à son collecteur, mais reliée à rien, on va dire, en quelque sorte. Donc, le transistor ici est bloqué, et donc il n'y a pas de courant qui passe à l'intérieur donc du contacteur. Donc si on est ici en mode manuel, on voit que le condensateur ici est court-circuité, ce qui fait que dès que on va basculer ici l'interrupteur, on voit qu'il va passer ici un courant et dans la base ici du transistor et dans le contacteur, ce qui fait que ça va donc mettre en route le système. Si on est ici en mode automatique, quand on va ici actionner la gâchette, le condensateur ici va se charger, mais au bout d'un moment, il va, être chargé, et ce qui fait que le transistor ici sera désaturé. On voit que le système de gâchette ici, il fait deux choses en fait. Non seulement il commande la base du transistor, mais il commande aussi le contacteur, ce qui fait que même en mode temporisé, si on lâche la gâchette, ça coupe le contacteur instantanément. Et ça, c'est pas idiot. Ça permet éventuellement de laisser le contrôle à l'opérateur. C'est-à-dire qu'en fait, quand on veut utiliser le mode temporisé, il faut appuyer sur la gâchette et il va rester appuyé dessus. Automatiquement, le système coupera le relais au bout d'un temps. Donc, il dépend ici de la constante RC et donc qui peut être réglable par ici le potentiomètre P1. C'est pas bête du tout comme système et on voit que c'est l'avantage de la simplicité. La diode Zener ici est fait pour protéger, on va dire, éventuellement lors de la coupure. C'est un peu la diode de roue libre en quelque sorte ici de ce contacteur. Donc voilà pour ce schéma, qui ma foi est assez intéressant. Et si vous avez un poste de soudure par point, peut être fait assez facilement. Déjà, vous pouvez déjà faire éventuellement que la partie ici commande. Bon là on voit que c'est un transistor éventuellement assez ancien, mais enfin
Il y a n'importe quel transistor PNP ici, un 2907, un BC557, enfin n'importe quel transistor ici qui est assez costaud pour pouvoir commander ici le contacteur fera parfaitement l'affaire. Et sinon, alors c'est vrai que pour cette partie-là, c'est éventuellement un peu plus délicat, mais enfin, comme je l'ai dit, si vous avez un autotransfo assez puissant pour commander le primaire de votre transfo, un autotransformateur pourra aussi être tout à fait utilisé. Donc voilà pour ce premier schéma analysé, et donc encore une fois, un grand merci à Jacques pour me l'avoir envoyé. Le second schéma que je vais vous présenter aujourd'hui donc m'a été envoyé par Fabien, et c'est un appareil qu'il a conçu, qui permet de tester différents types de régulateurs de tension linéaire, tous ceux, on va dire, de la famille 78XX, 79, et aussi les régulateurs variables, genre LM317, LM337. Donc c'est un appareil, on va dire, assez universel, hein, qui va tester et les régulateurs de tension positive et les régulateurs de tension négative. Il est protégé contre le court-circuit et, ma foi, d'une conception assez astucieuse. Alors, il se base sur une alimentation qu'on va voir tout à l'heure, une alimentation qu'il n'a pas conçue, lui, qu'il a récupérée, mais qui permet de, comme on peut le voir ici, générer une tension continue de 2 volts à 46 volts, tension qui est automatiquement déterminée, on va dire, par le courant qui passe ici dans cette ligne commande. On voit bien sûr que c'est une très grande dynamique de tension, et il a utilisé énormément dans son schéma des générateurs de courant constant. On peut en voir un ici, un ici, un ici, un ici. Et pourquoi il a fait ça? Parce que, comme je vous l'ai déjà montré aussi dans d'autres de mes conceptions, le fait d'avoir un courant constant indépendamment de la tension permet justement d'avoir une grande dynamique. En effet, si vous mettez une résistance en série avec une LED d'une alimentation qui peut aller de 2 volts à 46 volts, il y a forcément un moment où il n'y aura pas assez de courant dans la LED ou il y en aura trop. Donc le fait d'avoir un générateur de courant constant fait que, justement, tant qu'il y a une tension suffisante, le courant dans la LED sera toujours le même, indépendamment de la tension. Le premier générateur ici sert à alimenter ici cette LED, donc Power, qui indique que le système est sous tension. On voit aussi sur mes vidéos sur les générateurs de courant constant, ça c'est quelque chose de très très classique à 2 transistors. En gros, je rappelle que la tension ici est bien proportionnelle au courant qui passe là, dans cette résistance-là. Quand la tension ici va dépasser le seuil de conduction de ce transistor NPN, il va commencer à conduire et on voit que il va aussi baisser donc le courant qui passe dans ce transistor-là, vu que ça fait ici une sorte de pont diviseur. Et donc il va y avoir une régulation. Il n'y aura jamais plus ici de 0,6 volts. Et comme on connaît ici la tension et la résistance, avec la loi d'Ohm, cette résistance-là fixe bien le courant constant ici que l'on veut avoir. Donc voilà ici comment ça fonctionne. Donc ça c'est pour cette première LED. Ici on a une deuxième LED orange qui est commandée par cet interrupteur. On voit que c'est un interrupteur double qui commande celui-là mais qui est lié à celui-ci. Et on va voir tout à l'heure que il a prévu 2 courants de test possibles. On peut tester 50 ou 200 mA. Donc ça c'est bien, ça permet de tester les régulateurs sous charge, donc avec 2 courants possibles. Et il ajoute le No-L-Version, c'est-à-dire qu'en fait, je rappelle que si vous testez des régulateurs genre 78L quelque chose, ils sont limités à 100 mA, donc on ne peut pas, les utiliser ici. Enfin voilà, donc ça montre en effet qu'on est en mode, on va dire, courant important. Et le dernier ici, générateur, on va voir, il est lié à la protection ici de courant. En effet, tout le système est alimenté ici par la lime et qui passe par ce montage ici. On voit ici quelque chose de très classique. Si la tension aux bornes de cette résistance-là dépasse 0,6 volts, le transistor PNP ici va commencer à faire passer ici du courant. Et on voit que le courant qui passe ici va avoir plusieurs effets. Un, il va alimenter le générateur de courant constant ici, donc allumer la LED qui indique ici qu'il y a une surcharge. Mais en même temps, va venir ici via cette diode, rendre passant ici le transistor. Et le transistor qui est ici va baisser la tension pour limiter le courant. Donc ça, c'est ce qui va faire la protection, on va dire, en cas de charge trop importante. Et sinon, grâce à ce système-là aussi, on va voir que il vient faire une sorte de houe entre les deux, qui va aussi limiter la tension à l'entrée du régulateur. Enfin voilà, donc on a ici toute cette partie-là. Alors, derrière, comment ça se passe? On peut voir que il a fait une conception qui est assez originale et assez maligne, je veux dire,
pour utiliser le même système pour tester les régulateurs positifs ou négatifs. En gros, là en haut, on teste les positifs. Ici, là, on teste les négatifs. Sauf que le système est un petit peu au milieu des deux. Et donc, peut tester l'un ou l'autre. Sachant que il faut bien sûr, quand on va tester des régulateurs positifs, il faut mettre ici un shunt pour relier cette partie-là à la masse. Quand on veut tester les négatifs, il faut mettre un shunt ici. Donc lui, il a choisi de faire le shunt par un petit fil qui vient court-circuiter. On aurait pu imaginer de mettre un interrupteur aussi. Bien sûr, il ne faut pas mettre les deux interrupteurs en même temps, hein, sinon ça court-circuite tout. Enfin, comme il y a une protection ici, c'est pas très grave. Ensuite, ces deux systèmes ici, ils servent à quoi? Ils servent à s'arranger pour que la tension à l'entrée du régulateur soit toujours environ de 5 volts supérieure à sa tension de sortie. Donc ici pour la partie positive, ici négative. Et c'est ça qui assure que le régulateur va fonctionner, mais va éviter qu'il dissipe trop de puissance, voire même qu'il ait une tension à son entrée supérieure. Pour certains régulateurs, on peut pas aller jusqu'à 46 volts ici, quoi. Donc voilà pour ça. D'ailleurs, on peut voir qu'il a rajouté ici cette résistance qui de toute façon limite quand même à 36 volts. C'est-à-dire que même si ici le transistor est complètement bloqué, c'est-à-dire c'est comme s'il n'était pas là, ça limite quand même un petit peu la tension ici d'entrée. Voilà pour cette partie-là. Donc pour les régulateurs fixes, on voit que donc ici ça passe là. On voit bien là le système via un pont diviseur qui permet d'avoir les 5 volts entre l'entrée et la sortie. Et le générateur de courant constant ici, qui sert donc de charge. Charge qui, comme on l'a vu tout à l'heure, là, permet à cet interrupteur de choisir un courant de test de 50 ou 200 mA. Pour les régulateurs variables, on a ici ce système de potentiomètre qui va permettre donc de régler la tension. Et on va voir ici, grâce à ce voltmètre, justement, la tension de sortie. Et ça va permettre donc de les tester. Et voilà, on a ce système symétrique. Bon, ma foi, je trouve que c'est un schéma qui est assez astucieux et qui va permettre, en effet, facilement de tester les régulateurs. Alors, Fabien m'a aussi envoyé le schéma de l'alimentation qu'il utilise, qui est a priori une alimentation qui a été récupérée sur une imprimante Stylus, un de ces modèles ici. Bon, on va pas trop s'étendre dessus, c'est le schéma d'une alimentation flyback tout à fait standard. Très rapidement, on retrouve ici le secteur qui arrive, une protection par fusible, ici une CTN. Je rappelle que le fait de mettre des CTN comme ça en série dans les primaires des alimentations, c'est pour limiter le courant de démarrage. En effet, à froid, la résistance est relativement élevée. Quand il va y avoir une mise sous tension, donc elle va limiter le courant, mais comme il y a du courant qui passe dedans, elle va chauffer, et en chauffant, sa résistance va diminuer. CTN, ça veut dire coefficient de température négatif, ça veut dire que la résistance diminue avec l'augmentation de température, et donc le courant va augmenter jusqu'à se stabiliser. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve très facilement. Ici, on a un condensateur X, un antiparasitage, qu'on retrouve ici très souvent. Ici, ce filtre-là de mode commun qui va permettre de limiter les parasites. Ici, ces résistances qui permettent de décharger le dit condensateur lors du débranchement. Je rappelle que c'est une sécurité. Sinon, si on débranchait la prise alors que le condensateur est chargé, on pourrait potentiellement se prendre du jus ici. Donc là, comme on retrouve, je rappelle que les résistances ici sont souvent limitées en tension, surtout que c'est probablement du CMS, donc très souvent, voilà, on en monte plusieurs en série, qui limite la tension aux bornes de chaque résistance. Après, de façon très classique, on a ici ce pont de diode, suivi ici de ce condensateur, donc qui va ici avoir les 320 volts du secteur redressé continu. Et on voit aussi cette partie-là, ici, ce redressement mono-alternance, qui permet au système de régulation de démarrer via ici cette broche VH. Donc là, on a un circuit de commande, circuit qui basiquement commande en impulsion au MOSFET qui est ici, donc qui commande là les deux enroulements primaires de ce transfo, qui, comme on peut le voir, sont mis en parallèle. Et on voit ici l'enroulement secondaire qui sert en fait à alimenter le système. C'est-à-dire une fois qu'il a démarré, on voit que grâce à cet enroulement, on a déjà une contre-réaction ici qui permet éventuellement de limiter le courant, mais surtout, là, cette alimentation qui alimente, comme on peut voir, le VCC ici du circuit, grâce ici à ces deux condensateurs de filtrage.
Donc voilà pour cette partie-là. On voit qu'a priori, il y a des trucs qui marquaient No Mount. Alors je sais pas si c'est des options ou quoi. Enfin bon, on a ici ce système-là qui a priori permet de réguler en partie la tension. Est-ce que c'est mis ou pas, je sais pas trop. Et on a bien sûr la contre-réaction ici. Donc très classiquement, ça vient ici par ces photocoupleurs, hein, qui vient informer le circuit de commande quand la tension de sortie est insuffisante ou trop élevée, hein, ce qui va lui permettre de moduler ici le temps des impulsions. On peut voir justement que la fameuse commande, hein, qui venait ici du circuit de test, arrive ici via les résistances. Donc là, c'est assez bizarre aussi, ils ont mis plein de diodes Zener en série. À la limite, éventuellement, la tension max à cet endroit-là. Donc c'est grâce à ça que l'on a bien ici une tension de sortie qui peut être programmée, on va dire, par cette broche. Puis sinon, dans le secondaire, on a ici une diode rapide avec ici donc 2 condensateurs. Donc apparemment celui-là est optionnel en parallèle. Hein, c'est, je veux dire, quelque chose que l'on retrouve éventuellement assez souvent. Et il y a en plus quand même ce fusible ici de protection supplémentaire. Donc voilà pour cette alimentation. Il m'a aussi envoyé quelques photos de sa réalisation. Donc on peut voir ici les 2 supports qu'il a mis pour pouvoir tester les différents régulateurs. Ici le petit voltmètre qui permet de voir la tension, le bouton de réglage du courant, les LED, et là le réglage le potentiomètre là, de réglage de la tension pour les régulateurs variables. On a ici l'alimentation. Voilà, donc on voit qu'il a monté ça avec de la protoboard. Voilà, ici très classiquement, en faisant ici donc des ponts de connexion de soudure. Bien que, honnêtement, moi je préfère les pistes carrées pour faire des ponts, parce que c'est plus simple que les ronds. Enfin bon, on y arrive aussi. Voilà donc finalement donc son appareil. Donc on voit ici que pour tester ici ce régulateur positif, il a bien ici, grâce à ce fil violet ici, chanté le régulateur entre la tension d'entrée et de sortie. Hein, comme j'ai dit, hein, si on veut tester les positifs, il faut chanter ici, sinon ici. On retrouve bien ici les fameuses LED, le switch ici du courant, et donc là, l'affichage de la tension de sortie. Donc voilà, hein, cette petite réalisation. Donc là, il s'amuse avec son nom à faire fabrication amateur, bloc innovant, électronique numérique. C'est marrant. En tout cas, félicitations à Fabien pour ce montage astucieux. Et un grand merci à lui de me l'avoir envoyé pour pouvoir vous en faire profiter. Voici donc pour le 67e épisode de ma série Schéma. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas, si vous avez des questions, remarques ou suggestions, à les mettre en commentaire de la vidéo. Et comme d'habitude, si vous aussi vous avez des schémas dont vous voulez des explications, regardez en commentaire de la vidéo, hein, je donne toutes les instructions pour pouvoir me les envoyer éventuellement. Tiens, ça va Caroline? Ouais, t'as un nouveau copain? Ah super, et alors, qu'est-ce qu'il fait de beau? Il va 6 fois par semaine à la salle de sport. Waouh, voyons, il est super sportif. Non, il est facteur. Faites de beaux montages et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.